J'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour, à son actif, il compte plus de 1000 campagnes de pub et 20 présidentielles dans le monde. Son dernier coup d'éclat, la Tour Eiffel en bleu, c'était pour fêter la présidence française de l'Union Européenne. Tête à tête avec le publicitaire Jacques Séguéla. Bonjour Jacques Séguéla. Bonjour. Je vous ai vu à l'œuvre, vous avez l'instinct de la formule. En journalisme, ce n'est qu'un titre, en publicité, toute une affiche. C'est grâce à ce conseil de Pierre Lazareff, le fondateur de François, que vous êtes passé du journalisme à la publicité. Vous n'êtes pas né fils de pub. On est fils de personne, en tout cas professionnellement. J'ai eu beaucoup de chance parce que je m'étais trompé de voie, en tout cas trompé d'études, puisque j'ai fait des études de pharmaceutique. Et après mon diplôme de pharmacien, je voulais être docteur, j'ai proposé une thèse sur l'étude des marchés des plantes médicinales, surtout des marchés des drogues à travers le monde, parce que j'étais évidemment très attiré par ce phénomène naissant. Et ça m'a permis de faire le premier tour du monde d'une voiture, avec une voiture française, avec une de chevaux. Et ça a changé ma vie, parce que j'ai passé 2 ans les plus extraordinaires de ma vie. Je n'ai pas vu une seule plante médicinale ou une seule drogue, j'ai poussé ma voiture. Mais j'ai à la fois fait le tour du monde et le tour de moi-même, et j'ai découvert la mondialisation avec 30 ans à 40 ans d'avance sur mon temps. J'ai compris que le monde était un village, qu'il fallait aller le découvrir. Et j'ai découvert la communication parce que la seule chose qui compte dans un voyage, c'est la communication. Tout le reste est accessoire. Et à mon retour, j'ai écrit mon premier livre, La Terre en rond, qui m'a conduit au journalisme, à Pierre Lazareff, qui me conduira à la publicité parce qu'à 30 ans, je lui dirais, mais Pierre, moi je veux créer ma boîte, je ne veux pas dépendre d'une entreprise. Il m'a dit, dans la presse, oublie, c'est impossible, mais va dans la pub, ce sont les années pub qui commencent. Et il m'a bien conseillé. C'était les tout débuts. Justement, l'évolution de la publicité, aujourd'hui avec Internet, la rapidité, est-ce que c'est forcément une bonne chose, cette rapidité ? La publicité, elle est sujette à la science, beaucoup plus qu'elle est sujette à la créativité. Ce sont les inventions technologiques, donc les inventions scientifiques, qui la propulsent. Et la technologie des médias est en train de connaître la plus grande révolution de tous les temps, parce qu'on abandonne l'ère Gutenberg, que l'ère Marconi ou que l'ère télévision n'a pas tellement touché, pour aller vers ce qui est une véritable révolution au sens propre du terme, l'ère digitale. Car jusqu'à l'ère digitale, finalement, la communication et surtout la publicité étaient une sorte de dictature de la communication et de la consommation. Moi, on m'a porté un produit que je transformais le plus produit en un slogan, et j'enfonçais le slogan dans la tête des gens sans qu'ils aient le droit de réponse. Donc finalement, j'étais un petit Goebbels. Je ne faisais pas de la publicité, je faisais de la propagande sans le savoir. Sinon, libertaire comme je le suis, j'aurais changé de métier. Et tout d'un coup, le net est arrivé pour transformer cette dictature en une démocratie participative de la communication et de la consommation. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, devenu consommateur, est partie prenante de la communication. Dans publicité, il y a public. Finalement, le français fait bien les choses. Donc aujourd'hui, la publicité revient au public. Peut-être même que demain, c'est le public lui-même qui fera ses propres publicités. Il n'aura plus besoin de publicitaires pour le faire. Donc on est en train de vivre le plus grand charivari que puisse connaître un métier. On passe du concept au storytelling, puisque à l'époque, on n'avait pas le temps de raconter une histoire. Aujourd'hui, le net est là pour vous permettre de raconter une histoire qui sera reprise par les internautes et qui sera diffusée gratuitement sur le net. Donc on passe aussi de la technique très sûre de l'achat d'espace, de la télévision, de radio, d'affichage, où on était absolument sûr d'être vu, à la loterie du net, où ce n'est plus l'argent qui fait la loi, mais l'idée. Hier, les grandes marques américaines, en achetant des spots de télévision dans le monde entier, ont imposé leur marque et qui finalement a imposé l'American Way of Life, parce qu'ils avaient eu la bonne idée de mettre à l'intérieur de leur marque
les propres valeurs de l'Amérique, hein, Coca-Cola la jeunesse, McDonald's la famille, Levi's la liberté, et c'est comme ça que finalement ils ont assuré l'hégémonie américaine pendant pratiquement un siècle. L'hégémonie qui est en train aujourd'hui de basculer vers l'Asie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout l'argent qui décide du succès, c'est l'idée. On a une idée qui sur le net va marcher, ne va pas marcher. Sur l'ensemble des films, par exemple, qu'on a pu faire chez Havas cette année, il y en a un qui est le film du petit bébé d'Evian qui a fait 200 millions de clics. 200 millions de clics dans un pays où il n'y a que 70 millions d'habitants. C'est hallucinant. Mais ça veut dire que pour ce film qui a fait 200 millions de clics, il y a à peu près 1000 films qui ont fait entre 20 et 2000 clics. Ils ont tous payé pour le grand gagnant. C'est le loto. C'est facile, c'est pas cher, ça peut rapporter gros, mais ça coûte à tous ceux qui ne décrochent pas le loto. Louis-Ferdinand Céline disait « Au commencement était l'émotion. Le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion. On a sorti l'homme de la poésie émotive pour le faire entrer dans la dialectique, c'est-à-dire le bafouillage. L'émotivité, l'émotion, c'est la raison d'être de la pub. » C'est la raison d'être du siècle. C'est la raison d'être des médias. Les médias sont des fabricants d'émotions. Ce sont les premiers fabricants d'émotions. Alors ça commence au journal de 20 heures, où ne fonctionne le journal de 20 heures que les mauvaises nouvelles ou les nouvelles sensationnelles. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles dans un journal quel qu'il soit. Et c'est ce qui finalement, peu à peu, a façonné l'opinion publique, qui est une émotion extraordinairement émotive. La politique est devenue totalement émotionnelle. Et la publicité, elle est le miroir du temps. Donc elle suit le mouvement. Elle a toujours cultivé l'émotion. Elle a d'ailleurs surtout cultivé le rire au XXe siècle. D'ailleurs, on riait au siècle dernier, le Français moyen riait 15 minutes par jour. On est tombé à 5 minutes. Parce que justement, on a remplacé le rire par l'émotion. La publicité du XXe siècle est une publicité avant tout drôle et qui nous faisait hurler de rire. La publicité d'aujourd'hui, elle cherche à être intelligente, elle cherche à émouvoir, elle cherche à persuader. Elle a perdu cette valeur du rire et d'une certaine insouciance de la consommation, parce que les temps sont tellement durs qu'on n'ose plus faire rire les gens. En disant, mais si mon produit c'est les faire rire, les gens vont dire, mais comment avec les souffrances de la France aujourd'hui, vous n'allez pas en plus nous faire rigoler, c'est pas le moment. Alors justement, la bonne marque pour vous, c'est celle qui va plus s'engager sur le plan humanitaire. Oui, c'est-à-dire que là où la publicité a évolué, c'est que dans les années 50, elle défendait une valeur d'usage de la marque. Je suis une lessive, je lave plus blanc. Et il suffisait de dire qu'une lessive lave plus blanc, toutes les lessives du monde l'ont dit pendant 20 ans, pour vendre la lessive. Puis dans les années 80 est arrivé, c'est un souffle qui est arrivé de France, dans les années pub, qui ont été les années des 80s, la publicité s'est dit, ça ne suffit pas de dire je lave plus blanc, il faut rajouter une valeur imaginaire ajoutée à la valeur d'usage. Et la lessive de plus blanc est devenue plus belle. Pendant 10 ans, j'ai fait la campagne de Willit. Mon slogan, c'était « Willit, lave plus belle ». Et puis est arrivé l'an 2000, qui lui est allé encore plus loin, et il a fallu rajouter à la valeur d'usage, qui doit toujours être présente, une lessive elle est là pour laver, à la valeur d'image, une part qui est aussi là pour faire rêver, je suis plus belle, une valeur sociologique, je suis plus écologique. Donc c'est aujourd'hui une sorte de trilogie où l'usage est magnifié par l'image, qui est crédibilisée par la vertu civique du moment. Mais aussi parce qu'on est dans un véritable changement de civilisation. Notre crise est une crise civilisationnelle. Ils se trompent tous, les politiques, les médias, ils racontent n'importe quoi. Ce n'est pas une crise politique, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise dans la tête qui témoigne de l'épuisement de notre civilisation du XXe siècle, qui est à bout de tout, qui a fait de l'argent le maître et le dieu, et qui s'effondre le jour où l'argent n'est plus là, pour aller vers une nouvelle société. Alors justement, cette société du covoiturage, de la colocation, de la collectivité, où tout se partage ensemble, où il faut dépenser moins, dépenser mieux, où il faut penser autrement, dépenser autrement, où il faut tenir compte des réalités civiques. Donc c'est cette
modification profonde de la société qui a modifié la publicité. Après la pluie viendra le mauvais temps. Dans votre livre Merde à la déprime, vous rappelez ce proverbe favori de Sam Goldwyn qui avait fondé la Metro Goldwyn Mayer, ce qui ne lui a pas porté chance d'ailleurs, il a été éjecté de son entreprise. L'optimisme, qui est de moins en moins pratiqué semble-t-il en France, il est pourtant fondamental pour l'énergie. Mais il est fondamental pour l'énergie, surtout, le pessimisme n'a pas de vraie cause. La France est une chance extraordinaire. Il y a un sondage qui est sorti sur 100 pays du monde à qui on a demandé si vous ne viviez pas dans votre pays, quel est le pays où vous rêveriez de vivre. 99 pays sur 100 ont dit la France, sauf le 100e qui était la France et qui pas moi. Et ça montre bien d'ailleurs l'esprit de la France. On dit par exemple que les Français sont découragés. C'est faux. On a posé la question récemment, êtes-vous heureux de votre vie ? Réponse, alors que le moral des ménages est en baisse, que le moral des politiques est en baisse, que le moral des entreprises est en baisse. Réponse, oui à 80%. Et le sondage a été d'ailleurs refait il y a quelques semaines, on est passé à 82%. Autrement dit, 80% des Français sont heureux de leur vie. Mais quand on leur pose la deuxième question, pensez-vous que votre voisin est heureux de sa vie ? Ils répondent non à 72%. Ça veut dire qu'on a le bonheur perso et la déprime collective. Et donc c'est uniquement une façon d'être, une façon de vivre ensemble, cette espèce de jalousie qui fait partie de l'âme française, qui est dans nos gènes, due à notre culture judéo-chrétienne, où on a le complexe de l'argent, et qui fait qu'on est complexé d'avoir de l'argent et de le montrer, et on est jaloux de tout argent que peut avoir votre voisin, doublé d'ailleurs par le fait qu'on est aussi fils de Voltaire. Donc on a l'esprit critique. Dès que la société se resserre un peu, dès que la crise apparaît, l'esprit critique devient doute, le doute devient violence, la violence devient révolte. Et la révolte risque de devenir révolution, ce qui peut très bien arriver aux Français si ça continue comme ça. Et puis, on est enfin fils de la Révolution, on a l'esprit libertaire, même topo, quand les choses se resserrent, l'esprit libertaire devient égoïsme, et l'égoïsme bloque les choses. C'est l'histoire de Coluche qui se promène le long d'une rivière, et dans la rivière, il y a un mec qui se noie, et qui crie « Help, help, help !» Et Coluche dit, espèce d'imbécile, au lieu d'apprendre l'anglais, il fallait apprendre à nager. C'est l'état typique du français aujourd'hui. Donc c'est dans la tête qu'il y a la crise. On est le premier pays marchand de luxe du monde. 40% du luxe qui se vend dans le monde est fait français. On est numéro 1 dans la chimie. On est numéro 1 dans l'agriculture. Le plaine de la Bosse à côté sont un des plus grands greniers à blé du monde. On est dans les tout premiers pour le BTP. On est le numéro 1 dans l'aéronautique. On est le numéro 1 dans la fabrication de bateaux. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus ? Mais qu'est-ce qu'on veut de plus ? On est un tout petit pays. On est 1% de la population du monde. Et on ne va pas être, évidemment, au niveau de la Chine, au niveau de l'Inde ou au niveau de l'Amérique. Donc on a une chance exceptionnelle. Et notre plus grande chance de toutes, c'est que nous fabriquons ensemble 730, même plus, 830 000 bébés par an. C'est-à-dire que la population de la France dans 30 ans aura doublé la population de l'Allemagne. On sera devenu le premier pays de l'Europe, donc le pays le plus fort de l'Europe, parce que c'est toujours la population qui décide de la force d'un pays. Et dernier atout que personne aussi ne veut voir, dans 30 ans, la langue qui sera le plus parlée dans le monde, c'est le français, car aujourd'hui le français représente 3% de la langue du monde, l'espagnol 5%, l'anglais 8%, mais le milliard d'Africains sur la Terre aujourd'hui aura doublé dans 30 ans. Il y aura 2 milliards de terriens vivant en Afrique dans 30 ans. Comme c'est une population qui parle la majorité le français sera devenu la première langue parlée à 8%, l'anglais aura rétrogradé à 5% et l'espagnol à 3%. On est le pays où les étrangers ont le plus envie d'investir. Alors, ça s'est effondré l'an prochain, l'an dernier, parce que les politiques ont fait n'importe quoi. Mais on a
tous les atouts pour être heureux et se guérir de notre déprime. Aux futurs publicitaires, aux futurs entrepreneurs, surtout, vous dites ne vous découragez pas, osez, tentez. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Choisissez votre moyen de locomotion. Deux dernières questions sur vraiment le métier de publicitaire, les qualités fondamentales qu'il faut. Donc on a dit la créativité, l'imagination, un sens des affaires quand même. Il faut d'abord avoir la passion. C'est un métier de passion, c'est un métier d'art, qui est un commerce, créer c'est vendre. Mais c'est d'abord avoir le don de la publicité, ce don de la formule, ce don d'arriver à toucher les gens par une image, par des mots, par un film, par une affiche, peu importe. Et ce don aussi de rendre les idées marchandes. Il ne suffit pas d'avoir une idée en publicité, il faut avoir l'idée, celle qui va faire vendre, donc avoir cette expression-là. C'est d'avoir une passion qui vous anime en permanence parce que c'est un métier justement d'émotion, de vibration, de transmission. Et donc, ça ne peut fonctionner que s'il y a des gens de passion qui le pratiquent. Et puis, contrairement à ce qu'on croit, il faut beaucoup travailler. Voilà. Moi, j'ai 80 ans. J'ai fait mes 50 ans de publicité parce que j'ai eu 2 vies. Et je fête mes 50 ans où j'ai travaillé entre 12 et 14 heures par jour, tous les jours, y compris le samedi et le dimanche, parce que samedi et le dimanche, j'écris des livres. Et j'en suis à mon 27e. Et dernière question, le publicitaire de demain, il disposera de quel attirail? On parle, ça inquiète un petit peu de neuromarketing, la pub avec des capteurs. Est-ce que ça ne dégénère pas un petit peu? Est-ce qu'on ne va pas arriver à une saturation, même sur Internet, où quand on veut voir une vidéo, on a toujours 2 minutes de pub avant? J'ai suivi l'étude du neuromarketing. Comme toutes les études, il suffisait de réfléchir 3 minutes pour se passer de l'étude. Quand elle dit comment séduire les gens, si vous mettez le rouge, vous les excitez, ben évidemment, tout le monde le sait avant de commencer. Et si vous mettez les bleus, vous les apaisez, ben évidemment. Enfin, ce n'est qu'un chapelet d'âneries. Non, la publicité, elle va suivre l'évolution du temps, l'évolution du média, elle va devenir interactive, elle va devenir participative, mais qu'on le veuille ou non, elle reste toujours le domaine de l'idée. L'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. Et on dit toujours que la publicité, c'est d'avoir des idées. Non, c'est d'avoir l'idée, celle qui fait vendre. Parce que les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions, il n'y en a qu'un qui franchit les petites barrières de la vie et qui crée un petit bébé idée. Et mon métier à moi, le métier des créatifs, c'est de créer ce petit bébé idée qui va devenir une grande campagne et qui va faire une grande marque. Voilà. Et ça sera toujours ça, la publicité. Alors après, ça se fera par le net, par la télévision, qui ne mourra jamais d'ailleurs, par la presse, par tous les moyens qu'on voudra. Mais c'est l'idée qui mène la publicité, c'est l'idée qui mène le monde. D'ailleurs, pas le premier à le dire, Bonaparte disait « l'imagination mène le monde ». Il ne s'est pas trompé. Merci beaucoup Jacques Séguéla.